Le football a changé. Kylian Mbappé l'avait si bien dit. Le football a changé. Il n'est plus le même comme autrefois. Aujourd'hui, on voit des choses dingues. Vraiment des choses dingues. On voit le Maroc se qualifier pour la première fois. Donc, pour la première fois, une équipe africaine arrive à être qualifiée en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est juste magnifique. Ok, je souhaitais que je vais dire la vérité, hein, ok, je souhaitais que le Portugal gagne, ok, parce que je voulais vraiment assister à un duel entre Kylian Mbappé et Ronaldo, donc son fan d'enfance, mais bref, ça ne s'est pas produit et c'est plutôt positif pour l'Afrique, ok. Donc le Portugal s'est incliné face au Maroc. Donc en regardant ce match, on peut dire que c'est vraiment mérité, ok. Il n'y a rien de démérité dans cela, que ce soit l'arbitre, tout s'est bien fait dans les règles de l'art. Donc le Portugal nous a proposé, nous a une fois de plus prouvé que son jeu est juste magnifique, ok. Parmi les équipes africaines, je crois que je l'avais dit lors de la deuxième vidéo ou la troisième vidéo, je disais que c'est l'équipe qui propose le meilleur jeu, ok. Donc depuis le début de cette Coupe du Monde, cette équipe avait un bon jeu, elle a un bon jeu et elle ne cesse de le prouver. Elle est plutôt défensive par rapport aux autres qui sont plutôt offensives, mais elle a su rester dans ses baskets et elle a prouvé que elle maîtrise son système. Okay, et ça, c'est vraiment beau à voir. C'est pas facile en tout cas. C'est pas facile de gagner avec un système juste défensif parce que généralement, on finit par prendre un but et lorsqu'on essaie de s'en sortir, de ressortir, et ben là, on nous casse. On l'a vu avec la Pologne, on l'a vu avec pas mal d'autres équipes. On le voit souvent avec les clubs. Mais cette fois-ci, en nation, ben, cette équipe marocaine maîtrise très bien son jeu et c'est grâce à cela que aujourd'hui, elle est qualifiée pour les demi-finales. Ça peut être triste pour certaines personnes, ça peut être décevant pour certaines personnes parce que généralement, on préfère des équipes offensives. C'est plus beau à voir, ok? C'est un système plus intéressant, plus attrayant. Mais le système défensif les a permis d'aller très loin. Et ce n'est pas au hasard, ok? Lorsque vous regardez par exemple cette Coupe du Monde du début, depuis son premier match jusqu'à ce jour, rien n'a vraiment changé, ok? C'est toujours cette même équipe qui ne vous presse pas énormément. Ça veut dire qu'ils ne se lancent pas bêtement dans votre équipe pour rechercher la balle. Non, non, non. Ils vous attendent de leur camp, ok? Vous êtes dans votre camp, vous vous amusez avec la balle, vous gardez la possession comme vous voulez. Ils s'en foutent complètement. Alors là, ils s'en foutent complètement. Rien que la possession, là, je suis en train de voir des statistiques par rapport à la possession. 74 du côté de l'Espagne et 26 du côté du Maroc. Excusez-moi, pour vous dire qu'ils s'en foutent complètement de la balle, ok? Vous pouvez faire autant de passes, vous gardez la balle comme vous voulez dans votre camp, mais une fois que vous allez vous rapprocher, dépasser la ligne, ils vous attendent. Là, ils vous regardent encore. Et une fois que vous vous rapprochez des 30 ou 35 derniers mètres, alors là, ils viennent attaquer. Et ils ne commettent pas des fautes bêtement comme les Français l'ont commis aujourd'hui. Bon, on va en parler plus tard. Mais ils sont contre vous juste pour vous empêcher d'aller plus loin. Et c'est une défense vraiment resserrée. Alors là, c'est vraiment très, très beau à voir. Et en tout cas, la France aura un adversaire quand même de taille, ok? Je pense que la France est quand même favorite, mais l'adversaire est quand même de taille, sans blague. Donc, le Maroc s'est imposé avec un seul but marqué et le Portugal n'a pas su revenir, n'a pas su égaliser. Du côté du Portugal, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, je suis un peu déçu par rapport au coach. Sincèrement, je m'attendais à ce que Santos puisse faire vraiment des changements importants. Par exemple, je n'ai pas compris pourquoi Vitinha est entré après pratiquement 1 heure de jeu. Sincèrement, je n'ai pas compris pourquoi. On a vu de quelle manière Vitinha fait des performances de malade au cours de cette saison. Ok, on l'a vu au Benfica avant de rejoindre. Excusez-moi. On l'a vu au championnat portugais avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. On a vu de quelle manière il réalise vraiment une saison de malade, mais je n'ai pas compris pourquoi Vitinha a siroté le banc pendant aussi longtemps, alors que ça n'allait pas. Le Portugal ne s'en sortait pas. Il y avait énormément d'actions. Ce match aurait pu avoir un score plus large en faveur du Maroc. On aurait pu avoir 2, voire 3 en faveur du Maroc. Le Portugal a vraiment galéré. C'est vrai que le Portugal aussi a eu on va dire certaines actions pour s'en sortir, mais dans l'ensemble, le match était plutôt favorable au Maroc, ok? C'était vraiment mérité du côté du Maroc, ça je dois le dire. Mais pourquoi un gars comme Raphaël Leao ou Vitinha ont aussi mis du temps sur le banc de terrain? Je n'ai vraiment pas compris Santos. Et bon, pour CR, je peux comprendre que ces derniers temps, il n'est peut-être pas l'homme de la situation, il faut l'avouer. Parce que Ramos a quand même claqué 3 buts le match passé et ça c'est impressionnant, pas de souci. Mais du côté de Vitinha, du côté de Neves, ça je n'ai vraiment pas compris. Alors là, vraiment pas. Et je trouve ça vraiment décevant parce que vous venez jouer contre une équipe qui marque assez tôt et une équipe qui en veut vraiment, qui a tout pour plaire, qui jusque-là a été, je crois, l'une des équipes qui a le plus réalisé de tirs, ok? Donc, je crois qu'elle a partagé cette place-là avec la Suisse, mais la Suisse qui est éliminée. Donc, l'équipe qui a réalisé le plus de tirs face à face au gardien, donc, qui vraiment sollicite le gardien adverse. Et
Vous laissez le milieu du terrain comme ça, je ne comprends pas. Alors que Vitinha est juste un maestro dans ce domaine, ok? Il est l'un de ces joueurs-là où je peux mettre à part, donc une force sûre. Mais bon, ce sont les choix du coach. Donc Vitinha n'est pas rentré tôt, il est rentré très tard. Donc on a vu la différence qu'il a su apporter, mais le match était déjà gagné d'avance parce que les Marocains avaient vraiment une autre mentalité. Vraiment, les lions de l'Atlas ont de la classe, il faut le dire ainsi. Ils ont de la classe. Ils nous ont montré un excellent football. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire. Et un autre point important à signaler, Bounou, le gardien du Maroc, qui a une fois de plus été nommé, je crois, meilleur joueur du match. Aujourd'hui, il a préféré donner ce titre-là, le trophée à... Désolé si je vais gâcher le nom. Nesri, quelque chose, ça se prononce comme ça. Je ne sais pas si c'est... J'ai certainement écorché le nom, mais il a préféré remettre le trophée au buteur du match. Et ça, c'est vraiment une action de classe. Je ne l'avais pas dit autour de Messi, mais je tiens à le préciser que Messi l'a fait lors du troisième match, troisième ou quatrième match. C'est Messi qui délivre la passe décisive et qui marque. Mais lorsqu'on a rendu le trophée de meilleur joueur du match, il a préféré donner ce trophée à Enzo Fernandez. Et aujourd'hui, Bounou a fait la même chose avec son joueur. Donc, il a fait des arrêts vraiment magnifiques. Le Portugal pouvait bien revenir au score. Le Portugal pouvait bien aller aux prolongations comme la plupart des matchs. Mais grâce à Bounou, son équipe a tenu bon. Donc, le Maroc s'est imposé et c'est vraiment à féliciter. Pour la première fois, une équipe africaine arrive en demi-finale, c'est vraiment beau. C'est une fois de plus pour prouver aux autres, à ces personnes haineuses, à ces personnes qui sous-estiment tout le temps notre championnat ou nos équipes, qu'on a quand même du talent. Là, vous voyez une équipe comme le Maroc qui n'était même pas championne, même pas championne. Elle était juste simplement dans le cadre dans les 4 du carré ou dans les 6, mais elle est arrivée jusque-là. Alors que si on avait peut-être emmené l'Égypte, bon, le Sénégal n'a pas montré, on va dire, de meilleures performances. Ben, vous pouvez comprendre qu'il y avait déjà son principal joueur n'a pas joué parce qu'il est blessé autre. Donc, on peut un peu exclure le Sénégal. Par exemple, une équipe comme l'Égypte qui n'a même pas participé alors que elle est finaliste carrément du championnat africain. C'est une fois de plus pour prouver de quelle manière les équipes européennes sont plutôt favorites par rapport aux équipes africaines et même sud-américaines. Donc, l'Europe est d'abord favorisée, ensuite vient l'Amérique et l'Asie et l'Afrique, ben, on les balance un peu comme ça. Et ça, c'est quand même regrettable. On a vu de quelle manière on pouvait quand même avoir de très bonnes équipes. Et si et seulement si on avait 2 équipes de plus ou 3 équipes, ben, c'est sûr qu'on aurait eu au moins 2 équipes qui devaient se qualifier dans ce carré. Parce que c'était vraiment prenable pour le Sénégal, même si Mané n'a pas joué, suite à sa blessure. C'était vraiment prenable pour pas mal d'équipes, mais bon. C'est passé, c'est pas grave. Au moins, cette équipe marocaine fait encore la fierté de l'Afrique. Même s'ils ont tenu certains propos au départ, mais bon. Ce sont les derniers, on ne peut que compter sur eux. Et je vais vous dire même une chose que vous n'allez certainement pas croire, mais pour ces demi-finales, disons que je vais plutôt supporter même le Maroc que la France. Non pas parce que je ne veux pas de la France, il y a déjà beaucoup de joueurs français que je suis beaucoup, comme principalement Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain, mais je vais supporter le Maroc parce que je me dis, la France est favorite, je ne sous-estime personne. Toutes ces équipes qui se qualifient pour les demi-finales sont de bonnes équipes, mais je pense qu'elle est quand même favorite. Et si jamais elle arrive en finale, ben, il est fort probable que la France l'emporte. Donc, tandis qu'avec le Maroc, je me dis qu'il y a encore une égalité de chance entre l'équipe qui se qualifiera, donc de préférence l'Argentine et le Maroc. Donc, je ne vais porter mon nom à personne, mais il est préférable que le Maroc se qualifie pour que ça soit peut-être un peu plus prenable pour l'Argentine si jamais il arrive à battre la Croatie. Donc ça, c'est la première partie où le Maroc s'est imposé face au Portugal. J'ai vraiment eu de la peine pour Cristiano Ronaldo. On sait très bien que c'est sa dernière compétition internationale, s'il faut le dire ainsi. Sa dernière Coupe du Monde avec cette équipe. Et il a tellement pleuré, il a tellement donné, mais ça n'a pas suffi. Comme quoi, on peut être le GOAT, on peut être un excellent joueur, mais on reste avant tout un humain et tout peut y arriver. On peut remporter tous les titres, mais il peut arriver qu'un petit titre ou un grand, ou peu importe, qu'il nous manque quelque chose pour qu'on croisse davantage. Mais bon, c'est le foot, on n'y peut rien. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais je tenais à préciser que ce titre ne va rien changer pour lui. Ça ne va absolument rien changer parce qu'il a tout prouvé. Que ce soit Messi ou que ce soit Cristiano, ils ont tout prouvé. Donc, qu'ils puissent gagner une Coupe du Monde. C'est vrai que ça sera plus glorieux pour eux, mais bon, ça n'enlève rien à ce qu'ils ont accompli pendant toutes ces années. Vraiment, félicitations à lui. Et ça m'a vraiment fait de la peine de le voir pleurer comme ça, mais bon. Sa fin de carrière n'est pas celle qu'on mérite, n'est pas celle que je pense qu'il méritait ou n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Bon.
c'est la vie, on n'y peut rien. Même le grand Ronaldo qui a remporté au moins une Coupe du Monde, je crois, une ou deux Coupes du Monde, ben, n'a jamais remporté une Ligue des Champions. Pour vous dire qu'il y a toujours ces petites choses-là qu'on n'a pas toujours. Le seul joueur, à ce que je sache, qui a remporté tous les titres, c'est Ronaldinho. Lui aussi, c'était un GOAT à son époque. Ok, en dehors de lui, donc, on va quitter le match du Portugal contre le Maroc. Allons-y maintenant au match de la soirée. Je ne suis peut-être pas déçu du match, mais disons que je m'attendais à plus de duels. Je m'attendais vraiment à une adversité plus que celle-là, ok? Parmi les matchs, si avant de jouer ces quarts de finale, si on m'avait demandé quel est le match qui est probable, que le match, genre, lequel de ces matchs pourrait arriver jusqu'aux prolongations, ben, j'aurais dit sans aucun doute celui de la France contre l'Angleterre, ok? Parce que c'est le match qu'on attendait tous, c'était le match qu'on attendait tous. Pour dire les deux meilleures équipes de cette Coupe du Monde, ok? Parmi les équipes restantes, c'était vraiment les deux favorites. Les deux équipes ont de jeunes joueurs talentueux, ils ont un banc de touche exceptionnel. Vous pouvez blesser 2 ou 3 joueurs, ils ont d'autres joueurs, ils ont une panoplie de joueurs vraiment pour vous épater, pour vous éblouir. C'est vrai que le match d'aujourd'hui était intéressant, mais pas comme je l'attendais, ok? Pas un match de légende, s'il faut le dire ainsi. C'était un bon match, mais pas de légende, ok? Donc la France l'a emporté aujourd'hui 2 buts à 1 contre l'Angleterre. C'est plutôt un score triste par rapport à Harry Kane qui venait de réaliser juste aujourd'hui une grande, on va dire, qui venait d'accomplir, de dépasser un certain stage, ok, un certain level, un certain niveau. Jusque-là, Harry Kane n'était pas le meilleur buteur. Le meilleur buteur était Wayne Rooney et avec 53 buts et il vient d'égaler son record en marquant le 53e but. Donc, il a maintenant le même nombre de buts que Wayne Rooney. Du côté de la France, c'est la même chose avec Giroud, qui partageait la passe avec Thierry Henry, je pense, en termes de 52 buts ou 50, où il a un but de plus entre 51 et 52. Et Giroud est aujourd'hui le meilleur buteur français, avec lui aussi de son côté 53 buts. Juste magnifique entre les deux joueurs, ok? Donc, Harry Kane avait la possibilité aujourd'hui de passer à 54 buts avec le second penalty, mais malheureusement, il l'a manqué. Donc, revenons au match entre la France et l'Angleterre. À la 17e minute, Tchouaméni fait la différence. Vraiment, je tenais à dire que le but marqué à la 17e minute ne devrait pas être sifflé. Ok, je vous répète, j'ai supporté la France pendant ce match, mais ce but-là ne devrait pas être validé. Pourquoi? Parce que bien avant que Tchouaméni ne reçoive la balle, il y a eu normalement une faute sur Saka. D'accord. Donc si on vérifie bien, on se rend compte que la faute sur Saka devait mettre fin au but. Mais bon, l'arbitre a plutôt été favorable envers les Français aujourd'hui. Et même à la fin du match, certaines actions ont été revues pour confirmer mes propos, comme je vous le dis. Donc, il y avait une faute sur Saka normalement, mais l'arbitre était plutôt favorable pour les Français, on va le dire ainsi. Consciemment ou inconsciemment, il a plutôt pris des décisions qui allaient dans le sens des Français. Donc, il n'a pas sifflé la faute sur Saka. Du coup, l'action s'est poursuivie. Et c'est alors que Tchouaméni fait la différence à la 17e minute. En tout cas, un excellent but. Bravo aux Madriens. J'aurais souhaité que ce soit un Parisien, j'aurais souhaité que ce soit un Barcelonais, mais bon, c'est le Madrid qui fait la différence. Pas de souci. Donc, en première période, on va dire que la France est assez dominatrice, particulièrement au début du match. Ok, elle a la balle, elle déroule bien son jeu assez bien. C'est vrai que l'Allemagne s'éveille, ensuite essaie de mener la cadence, mais ça ne suffit pas parce que la France reste dans l'ensemble dominatrice. En seconde période, la phase du jeu a complètement changé. L'Allemagne revient avec des idées claires, un but clair, gagner le match, ok? Et c'est ce qu'ils ont prouvé. Ils ont eu de bonnes actions, de très bonnes actions, ok? Déjà en première période, ils ont énormément sollicité Lloris avec des tirs vraiment magnifiques. Mais en seconde période, c'était encore plus. Il y a eu tellement de tirs que sans Lloris, la France aurait perdu ce match, ok? Vraiment, Lloris est l'homme du match, il n'y a rien à dire. L'homme du match pour moi. C'est vrai qu'on va certainement élire Giroud parce que son but était vraiment un but de qualité. C'était un bon but et c'est grâce à cela que la France se remporte le match. Mais Lloris a fait un très très bon match, ok? Parce que ces Anglais avaient vraiment de magnifiques tirs, vraiment de bonnes actions, mais il était présent et il a fait la différence. Ensuite, en dehors de Lloris, je tenais aussi à dire que Griezmann aussi m'a vraiment plu. Avant cette Coupe du Monde, certaines personnes souhaitaient qu'on ne puisse même pas le prendre parce que avec l'Euro, la Coupe des Nations qu'ils ont réalisée récemment, c'était vraiment catastrophique. Du coup, on souhaitait que Griezmann soit mis à la porte parce qu'il n'avait pas énormément de temps de jeu avec l'Atlético. Et là, l'appeler, c'était peut-être pas la bonne décision pour beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai toujours aimé ce Jordan avant qu'il vienne à Barcelone. Je l'ai toujours aimé, même si je l'ai trouvé moins impressionnant au sein de Barcelone. Mais bon, c'est pas grave. Il est là et il a fait vraiment un très très bon match. Un très bon match parce que il faut déjà retenir que ce n'est pas sa position normale. Hein, okay? Donc, on l'adapte dans une nouvelle,
on va dire dans son nouveau processus depuis le début de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas un poste qu'il a l'habitude d'occuper et malgré ce nouveau poste-là, il fait vraiment du bien à cette équipe. Vraiment à féliciter. Il y a eu de bons joueurs, ok. De nombreux joueurs français ont fait de très bons matchs, mais je tenais à souligner la performance de Giroud. Un tout petit peu de Rabiot. Bon, un tout petit peu déçu, on va dire, de Griezmann, pas déçu, mais insatisfait par rapport à Dembélé, par rapport à même à Tchouaméni, excepté le but. Ok, il a quand même commis 2 ou 3 petites erreurs. Je disais, je suis un tout petit peu insatisfait par rapport aux performances de Tchouaméni, à l'exception du but qu'il a fait. Ok, de Mbappé, de Dembélé, de Théo Hernandez, bien sûr. Upamecano aussi a fait de bonnes choses, mais je pense que lui aussi, il a quand même, vraiment, il commettait des erreurs quand même assez dangereuses. Comme je le disais au départ, l'arbitre était plutôt favorable aux Français parce que si on prenait un autre arbitre qui pouvait être sévère, ben, certainement il y aurait eu beaucoup plus de fautes, beaucoup plus d'actions en faveur des Anglais. Mais donc, ces actions n'ont pas été signalées et je pouvais sentir la frustration de Bellingham. Vraiment, j'avais pitié de lui, vraiment. Il se plaignait énormément, mais pour la plupart de ses actions, il avait raison de se plaindre parce que c'était vraiment pas facile. Vraiment pas facile parce qu'il y avait quand même des actions assez visibles, mais l'arbitre ne sifflait pas. Il laissait souvent le jeu continuer et c'était souvent en faveur des Français. D'accord, donc à la 54e minute, Kane marque un but de penalty et c'est vraiment très bien tiré. Juste waouh! En tout cas, Lloris ne pouvait absolument rien faire. Vraiment rien. Ce n'est pas un style de Neymar de tirer comme ça, mais c'était très bien tiré. Du coup, il reçoit un autre penalty plus tard, quelques minutes après, mais après le but de Giroud, bien sûr, à la 78e minute, suite à une passe de Griezmann, il reçoit un penalty qui pouvait permettre parce que cette équipe fasse un match de 2-2, donc revienne à égalité avec la France. Et là, il rate. C'était un tir puissant, un peu trop apparemment, donc ça s'est vraiment élevé dans les airs. Il avait tiré au milieu du terrain et la balle s'est vraiment élevée dans les airs. Désolé, j'ai mal à l'œil. La balle s'est élevée dans les airs et du coup, il a perdu. Et c'est pourquoi je dis que c'est quand même triste pour lui parce qu'il venait de réaliser un record assez important et ce record risque d'être éclipsé à cause de ce tir au but, ok, à cause de ce penalty. On l'a vu l'année passée, excusez-moi, en 2018 ou en 2020 plutôt, 2020. De quelle manière on avait par exemple parlé à Mbappé, on a été raciste envers Mbappé, envers Saka, ces joueurs noirs, envers Rashford, parce que ces joueurs avaient raté des penalties importants lors de leur match, ok, lors de la compétition. Ils avaient beau faire de très beaux matchs, ok, mais lorsqu'il fallait tirer des tirs au but, ou lorsqu'ils avaient des penalties en face d'eux, ils avaient raté à cause de leurs équipes avaient complètement perdu la compétition. Bon. Kane n'est pas un noir, certainement il y aura peut-être moins des propos et moins des propos, on va dire, durs envers lui, moins peut-être par rapport aux noirs parce que les noirs le subissent un peu plus, chose qu'on doit davantage combattre, mais ça sera quand même dur pour lui parce qu'il sera énormément critiqué. Parce que s'il marquait ce but, il devait avoir égalité de score, donc certainement les deux équipes devaient être dirigées directement au penalty, excusez-moi, aux prolongations, mais il l'a raté et du coup, les Français ont gagné. Et il fallait voir même de quelle manière Kylian Mbappé l'a célébré, ok, c'est peut-être mal, mais il a vraiment célébré, c'est comme s'il venait de marquer, je ne sais pas, le plus grand début, ok. Il n'a pas marqué, je précise, hein, ok. Mais il a tellement crié parce que le fait que Kane ait raté, c'était vraiment une action importante pour ce match, ok. Donc, en ratant cela, c'est comme s'il avait brisé juste les chances de l'Angleterre, mais bon, ils se sont inclinés. Et il y a d'autres points aussi négatifs. Bon, on ne va pas dire négatifs, je ne peux pas en vouloir, je précise, hein, ok. C'est ma façon moi de voir le match hors du terrain. Mais sur le terrain, on peut avoir une autre vision. Oui, par rapport à, excusez-moi, par rapport au coach de l'Angleterre, Southgate, j'ai quand même un tout petit peu été déçu parce que on a vu ce que Rashford a fait le match passé ou même des matchs d'avant ou la forme qu'il a en ce moment. Ok. Grealish encore, je peux comprendre. Mais pourquoi ne pas avoir fait rentrer Rashford un peu plus tôt? Ou même Sterling un peu plus tôt? Je me dis, c'est vrai que on peut comprendre. Je dis qu'on peut comprendre dans la mesure où son équipe était devenue vraiment dominatrice en seconde période. Donc, il s'attendait peut-être à ce que ça fasse le déclic, que cette équipe française puisse couler et que son équipe puisse marquer. Mais finalement, ce n'était pas la bonne idée parce que ça n'a pas suffi. On a vu hier, par exemple, de quelle manière l'Argentine avait quand même le dessus. L'Argentine avait éteint le match, mais il a fallu qu'un seul joueur, je crois que c'était Wout, je ne sais pas comment ça se prononce, W-O-U-T, je crois. Wout, désolé, hein, j'ai du mal à prononcer son nom. De quelle manière un seul joueur avait vraiment complètement changé la phase de jeu. En entrant, il avait complètement bouleversé le match en marquant les 2 buts. Donc, c'est peut-être pas le même match, mais son équipe ne parvenait pas à marquer. Il y avait de bonnes actions, mais
ils n'étaient pas vraiment réalistes. Ok, donc je me dis que faire entrer Rashford pouvait vraiment les faire du bien par rapport déjà au match qu'il a fait la fois dernière ou encore aux performances qu'il réalise lors de cette saison. Ou même Sterling. Et je n'ai pas compris pourquoi il a sorti Saka parce que réellement dans ce match, en dehors de Bellingham qui a fait un match, on va dire, un tout petit peu intéressant au milieu, ben, c'était Saka l'homme du match du côté anglais. Okay, il n'a peut-être pas marqué, mais il était dans tous les bons coups. Vraiment, Saka était dangereux. Et je n'ai pas compris pourquoi il a sorti. Bon, ça m'a un peu fait plaisir parce que je supportais la France, mais pour moi, c'était une erreur qu'il ne devait pas commettre parce que l'impact de Saka dans la surface ou hors de la surface, c'était juste... Vraiment, c'était évident. Mais bon, il a sorti Saka et on a vu la différence. Il n'y a pas vraiment eu une nouvelle équipe, du moins. Les entrants n'ont pas vraiment apporté la différence qu'il fallait déjà parce qu'ils sont entrés à combien? 4 minutes de la fin, 3 ou 5 minutes de la fin. C'était vraiment pas assez important. En face de toi, tu as un adversaire puissant. Quand tu es une petite équipe, je peux comprendre. Contre une équipe de seconde zone, je peux comprendre. Mais en face de toi, tu as la France, ok? Une équipe championne de la Coupe passée. Une équipe vraiment l'une des favorites comme toi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, je peux comprendre, hein, il avait peut-être confiance à ces joueurs qui étaient sur le terrain, puisque ces joueurs-là réalisaient quand même de bonnes performances malgré le manque de réalisme. Donc, on ne peut pas énormément l'en vouloir. Ça sera vraiment s'il est viré, si on le vire, ben, je pense que ça sera vraiment une très grave erreur de la part des Anglais, parce que c'est quand même un bon coach dans l'ensemble. Toutefois, je tenais à signaler que, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il a aussi une très bonne équipe. Ok. Pourquoi je le dis? C'est parce que on voit par exemple des coachs comme Scaloni ou pas mal d'autres coachs faire de très grandes choses avec des petits joueurs ou encore avec des joueurs moins brillants. Par exemple, du côté de l'Argentine. L'Argentine est peut-être arrivée loin, mais je veux dire, ce n'est pas que le coach, ok, les joueurs aussi font vraiment de bonnes choses, mais l'équipe d'Argentine n'est rien comparable à l'équipe française. Elle n'est rien comparable à l'équipe anglaise, ok. Ces deux écuries ont de meilleurs joueurs, on va le dire ainsi, dans tous les postes, ok. Peut-être à l'exception de la place de Messi, je veux dire, ils ont de meilleurs joueurs pratiquement partout. Peut-être Messi et Martinez qui vont un tout petit peu faire la différence. Mais il y a des bons joueurs partout. Donc, avec ces équipes-là, les performances ne sont pas les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Forcément, elles doivent être supérieures. Donc, peut-être que le fait de ne pas avoir réussi à gagner cette compétition ou de battre une équipe importante lors de ces éliminations directes aussi pourrait coûter sa place. Ça aussi, ça peut se comprendre. Donc, d'un côté, quand le vire, je pense que ça peut être une erreur. De l'autre côté, ben, ça sera un tout petit peu évident parce qu'il a quand même eu de joueurs intéressants. Donc, peu importe le choix, je pense que il y a des points positifs et des points négatifs. Et les deux, en fait, la raison va forcément se valoir. Ok. Maintenant, du côté de la France, souvenez-vous de ce que Deschamps était en train de jouer en fait. Deschamps devait perdre sa place seulement s'il ne s'était pas qualifié pour les quarts de finale. Parce que souvenez-vous que le Gret avait bien dit que s'il ne se qualifiait pas pour le carré, ben, on devait changer de coach. Ok. Et que s'il parvenait à se qualifier, ben, il aura le libre choix. Soit de prolonger son contrat, soit d'y mettre fin. Donc, je ne veux pas parler de Zidane, mais aujourd'hui, Deschamps a gagné. Donc, si Deschamps décide de prolonger son contrat, Zidane ne sera pas coach. Je ne souhaite pas que Deschamps prolonge son contrat. Je ne souhaite pas que Deschamps mette fin à son contrat. Je m'en fous de la décision que Deschamps va prendre. Mais je voulais juste montrer de quelle manière, dans le pétrin que Zidane s'est mis. Ok? Il pouvait bien être le coach du Paris Saint-Germain. Il pouvait bien être le coach de n'importe quelle équipe. Mais à force de vouloir que la France, alors qu'on avait bien dit que cette place était prise, ben, il s'est un peu mis dans le pétrin. Dans la mesure où aujourd'hui Deschamps a son avenir entre ses mains. Qu'il gagne ou qu'il perde, il a la possibilité de renouveler son contrat ou d'y mettre fin. Donc, admettons qu'il prolonge son contrat. Ça veut dire que Zidane va encore passer du temps sans être coach. Ok. Et ça va être forcément pénalisant pour l'équipe qu'il va prendre après. Parce que lorsque vous n'êtes pas coach pendant une certaine durée, ben, vous allez perdre certains trucs. Ok. C'est comme le foot ou comme pas mal de trucs. C'est vrai que ça peut être comme le vélo dans la mesure où on va récupérer certains réflexes. Mais disons-nous clairement la vérité. Zidane n'est pas un grand coach, s'il faut le dire ainsi. Il a peut-être gagné 3 Ligues des Champions. En tout cas, félicitations à lui. Mais en termes de jeu, je précise, il n'a pas un jeu brillant. Et il a gagné 3 Ligues des Champions successivement. Ok, ce qui est vraiment... Je crois que c'est la première fois qu'on le fasse. Mais avec aussi des joueurs de qualité. Ok. On va dire qu'avec la France, ça se compose. Parce que la France aussi a des joueurs de qualité. Pas comme le Real, mais la France a des joueurs de qualité. Mais que va-t-il se passer après? Parce qu'on voit la différence, par exemple, entre les Pogba, les Kanté, avec cette équipe française. Il y a de bons joueurs de qualité. Mais lorsqu'on arrive, par exemple, au milieu, ben, par exemple, Tchouaméni, il a été impressionnant, mais pas aussi impressionnant que Pogba, pas aussi impressionnant que Kanté. Mais bref. En tout cas, Deschamps a la possibilité de prolonger son contrat ou d'y mettre fin. Donc,
il est possible que Zidane mette plus de chômage. Mais je pense que soit Deschamps va le prendre comme subalterne, soit il mettra fin. Parce que je pense que même pour lui, ça doit être chiant, fatigant. Parce que tout le temps en train de vouloir qu'un autre prenne ta place alors que tu fais tout pour. Tu le prouves en fait. C'est ça aussi. Ça peut être irritant, épuisant parce qu'il a tout prouvé. À l'exception de l'Euro qu'ils ont perdu, je pense que Deschamps n'a plus rien à prouver avec cette équipe française. Il a tout gagné. Donc, il peut juste être lassé de tout cela et demander et partir en fait. Peu importe le résultat, mais bon. Je n'ai rien à faire. Tout ce que je voulais, c'est juste vous rappeler qu'aujourd'hui, il a la possibilité de rester et Zidane rester dans le placard. Donc, c'est ça. On va s'arrêter là. Donc, on aura vraiment des demi-finales de qualité. Le Brésil contre la Croatie, ça ne sera vraiment pas un match facile. Bien sûr que je souhaite que Lionel Messi gagne cette coupe. Donc, dans le meilleur des mondes, selon moi, en tout cas dans le meilleur des mondes, hein, l'Argentine l'emporte face à la Croatie. On va dire 2-0 ou 2-1. La France l'emporte face au Maroc 3-1. Et le Brésil, on va s'arrêter là. J'allais dire, et l'Argentine l'emporte face à la France, mais bon. On va encore se contenter des demi-finales. Donc, le mardi, on aura le match du Brésil à 19 h. Et le mercredi, celui de la France à 19 h aussi. 20 h heure de France. Merci à vous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo, d'avoir pris le temps de partager, de commenter. Ça me fait énormément plaisir. Et continuons à être ensemble. C'est grâce à cela que la chaîne progresse. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.